Quand on choisit le chemin de l'influence, l'idée, c'est d'essayer de faire le maximum de vues possible. Donc, de développer une communauté dans ce sens. Comme nos nombreux influenceurs que nous avons aujourd'hui, hein, les Muriel Blanche, Mhm. les Nathalie, toutes ces filles-là qui ont des audiences vraiment phénoménales. Quand il y a beaucoup de personnes dans un secteur, ça veut dire qu'il y a un marché, il y a un marché qui est dynamique. Au lieu de se dire qu'on n'a pas sa place, il faut chercher à savoir comment est-ce que je fais pour avoir ma place. Comment est-ce que je fais pour me différencier de ce qui existe déjà? Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On va parler de la puissance de la vidéo pour bâtir son business. Si jamais vous voulez lancer votre business et le voir grandir rapidement, ce serait important, ce serait intéressant. Donc, allô Paulette. Hello, hello. Allô Paulette. Bonsoir. Bonsoir enfin. Ouf, enfin. Lucada. Donc, Paulette, vas-y, tu as la parole. Introduis-toi. D'accord, ok. Je suis Paulette Fauting. Je suis la cofondatrice de Vouri TV, pour ceux qui connaissent. Et c'est une entreprise avec laquelle nous faisons de la production, de la distribution et de la coproduction aussi. Donc, on fait du cinéma. Et récemment, on vient de faire la toute première création originale avec Canal+ au Cameroun. Wow. Et en tout cas, très fiers. Et Wow. c'est une entreprise que j'ai cofondée avec Patrick Keigné. Et on va dire, nous sommes un duo qui est plutôt bien organisé dans le sens où je suis responsable de tout ce qui est technique et la qualité de fabrication de films. Et donc, je suis moi-même technicienne, pour dire ça. Donc, je suis aussi sur le terrain, je suis aussi réalisateur. Et donc, je fais pas mal de vidéos. Donc, au-delà de tout ce qui est cinéma, si on peut dire, parce que c'est un style de production qui est assez particulière et celle qui est la plus connue d'ailleurs du grand public. Il existe aussi d'autres types de vidéos. D'ailleurs, presque tout le monde fait de la vidéo au jour d'aujourd'hui. Et l'idée, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on fait la vidéo et est-ce que les objectifs pour lesquels on le faisait, on arrive à les atteindre. Donc, du coup, peut-être ce soir, l'idée, ce serait de parler, d'expliquer un peu comment est-ce que je fais pour que ma vidéo puisse vraiment remplir les fonctions pour lesquelles j'étais en train de les faire. Donc, voilà. Je vais revenir un peu sur Vouri TV parce que sur ce compte-là, il y a beaucoup de gens qui sont en Occident. Et peut-être, je ne sais pas s'ils perçoivent c'est quoi Vouri TV. En fait, Vouri TV, là, c'est une plateforme cinématographique. C'est même la première au Cameroun aujourd'hui. Je me rappelle en 2017, quand j'étais en Angleterre, comme simple étudiante, c'est à travers cette plateforme-là que j'allais me distraire avec les films africains, les films made in Cameroun réellement, où tu rentres dans la réalité du Cameroun. Donc, c'est vraiment la première plateforme qui a mis sur Internet les films camerounais, les films de l'Afrique francophone. Tout à fait. Bon, tout ça par le travail de cette jeune dame-là que vous voyez, Paulette, et son cofondateur. Et aujourd'hui, vous avez fait un partenariat avec Canal+, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Dans la production d'un film aussi, une série, qui est déjà disponible au grand public ou bien? Alors, c'est encore en post-production parce que c'est des process qui sont longs. Parce que là, j'ai envie de dire, nous rentrons dans le cinéma pur. On va dire, c'est un niveau très supérieur par rapport à la qualité des productions qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui. Oui, c'est un peu, pour l'instant, le Saint Graal, si je peux dire ça. Et on a réussi à l'obtenir seulement 8 ans après. Et la post-production, le montage, il est assez long, il y a plusieurs étapes. Donc là, on a fait ce qu'on appelle souvent le pré-montage, le bout à bout. Il reste encore une étape de mixage. Le mixage, c'est gérer tout ce qui est son, rajouter les musiques et autres. Après ça, il y aura l'étape de l'étalonnage ici à Paris. Et je pense que normalement, on devrait finir pour la fin d'année, décembre. Et il va y avoir des avant-premières à Paris, à Douala, à Yaoundé. Et la diffusion est prévue sur Canal+, normalement après la CAN. Parce que bon, pour ne pas... les gens vont être assez focalisés là-dessus. Donc, il vaut mieux attendre que ça passe pour que les gens puissent aussi porter leur attention là-dessus.
Bon, je signale quand même qu'il y a une différence entre A+, qui est Canal Plus Afrique, et Canal Plus. Donc, c'est vraiment les créations originales Canal. C'est-à-dire, c'est avec la maison mère. Avec la maison mère. Et justement, là, on va cibler une audience internationale, pas juste une audience africaine, en fait. C'est ça, tout à fait. Mais bravo, je ne savais même pas ça. Donc, on a quand même une pointure dans ce live-là. Oui, disons on était soumis à tout ce qui est confidentialité et on n'avait pas le droit de communiquer, on va dire totalement là-dessus. Wow. Et donc, les communications officielles, elles vont arriver très bientôt. Oui, en tout cas, mon petit côté entrepreneur a envie de virer vers la motivation et tout ça. Mais bon, restons dans notre cadre du sujet d'abord. Le but aujourd'hui, c'est vraiment de montrer aux gens pourquoi la vidéo est importante dans le business. Je sais qu'aujourd'hui, tu as accompagné beaucoup de jeunes entrepreneurs. J'ai même certaines de mes menties qui m'ont fait des témoignages par rapport au travail que tu as fait avec elles pour les accompagner à se révéler au monde à travers la vidéo. À briser les barrières, briser les peurs, montrer des petites astuces. Je prends un exemple. Tout à l'heure, sur ton TikTok, j'ai vu, tu montrais comment avoir une vidéo beaucoup plus éclairée sans les lumières artificielles, quoi, juste en mettant son téléphone contre la fenêtre. Et c'est ce que j'ai fait. Au lieu de mettre mon téléphone de l'autre côté, je l'ai mis plutôt contre la fenêtre pour avoir plus de lumière naturelle et ne pas avoir tous les éclairages qu'on met souvent. Donc, c'est-à-dire que ton expertise aujourd'hui, tu la rends accessible aux débutants, tu la rends accessible à ceux qui font leur premier pas dans le monde du digital. Donc, explique-nous un peu pourquoi d'abord c'est important en fait. Et, en fait, la vidéo pour moi aujourd'hui c'est un outil qui est extrêmement puissant pour plusieurs raisons. Je vais d'abord parler un peu de moi et du travail que la vidéo a fait dans ma vie. À la base, j'étais quelqu'un d'assez timide, quelqu'un d'assez réservé et ça m'a posé énormément de problèmes dans mon parcours. À la base, je suis ingénieur en risque industriel et quand j'ai terminé mes études, j'ai trouvé un poste chez Eiffage qui était un grand groupe de BTP français. Et j'avais un poste de cadre en tant que responsable QHSE. Et ça m'a mené à faire beaucoup de réunions et j'ai siégé aussi au comité de direction. Et très vite, je me suis rendu compte que j'avais du mal à parler en public. Et c'était un problème énorme parce que là, on se rend compte que ce n'est pas du tout un problème de compétence. C'est je n'arrive pas à parler, je n'arrive pas à dire ce que je sais dire. Je n'arrive pas à m'exprimer en fait. Je n'arrive pas à monter toute la valeur que je peux apporter aux gens. Et ça, c'était terrible. Et à chaque fois qu'il y avait une réunion ou même dans des comités un peu plus restreints, j'avais la boule au ventre, j'avais le cœur qui battait. C'était terrible en fait. Et c'est là où je me suis dit, je découvrais parce que je ne me rendais pas compte que j'avais un tel problème. Parce que avant, parlais pas beaucoup. Je prenais ça pour une toute petite timidité, mais je n'avais pas su que c'était quelque chose qui avait autant d'ampleur. Et donc, ça m'a causé quand même pas mal de problèmes et jusqu'à ce que finalement, je suis rentrée. On a cofondé Vouri, j'étais encore en poste et jusqu'à arriver au moment où je pouvais partir et je n'ai pas hésité à partir en fait. Et c'est quand je suis devenue entrepreneur, c'était toujours là ce problème. Et je me demandais, mais comment est-ce que je vais faire pour m'en débarrasser? Ça, c'était compliqué. Je faisais de la vidéo, j'apprenais aux gens à faire de la vidéo, je faisais pour d'autres personnes, mais jamais je passais devant la caméra. Et c'était toujours lié à ça. C'était toujours lié à cette forme de timidité, cette peur, cette crainte. De quoi j'ai peur? Je ne sais pas, mais je n'arrivais pas. Et c'est le fait, en fait, de me familiariser au fur et à mesure à la caméra qui m'a libérée. Mais un travail que j'ai fait avant quand même, c'est j'ai essayé de comprendre au fond de moi quelles sont ces choses-là qui me bloquent, qu'est-ce qui m'empêche de passer à la vidéo. Et j'ai vu, oui, il y avait cette timidité, mais il y avait aussi qu'à un moment, je crois que je n'aimais pas l'image que je renvoyais de moi-même. Je n'aimais pas le reflet que j'avais. Et j'essayais de faire des petites vidéos, je regardais, je disais, ah non, oh là là, ça va pas, c'est trop moche et tout. Donc, j'ai aucune confiance en soi et autres. Et entre autres, je n'apparaissais pas beaucoup. Il y a des gens qui connaissaient peut-être mon nom, mais on ne savait jamais qui c'est. Jusqu'au jour où
j'ai pris une décision radicale. J'ai dit non, je dois changer tout ça. Il est temps que moi, je prenne le dessus sur ma propre vie. Et c'est comme ça qu'a commencé un travail que j'ai fait sur moi. Mais ce travail, je l'ai fait beaucoup au travers de la vidéo. Donc, le côté, je me forçais à me regarder, je me forçais à faire des choses et autres. Et je me forçais à essayer d'accepter. C'est vrai que parallèlement, j'ai fait un travail où j'ai perdu du poids jusqu'à ce que je me trouve bien et que je dise à tout le monde, je suis la plus belle. Et là, les deux mélangés ont fait que ça a créé une sorte, comme un pouvoir magique où je me suis libérée. Et aujourd'hui, vraiment, je suis instoppable. Et j'ai essayé de faire le même travail pour d'autres personnes. C'est-à-dire, souvent je raconte ça beaucoup plus sur LinkedIn parce que je suis assez plus ancienne là-bas. Et il y a les gens qui s'identifient à ça et qui viennent vers moi. Ah oui, Paulette, j'ai vu quelque part que tu parles de problème de confiance que tu as surmonté, les difficultés que tu as eues, la peur de la caméra, ce genre de choses. Et je travaille avec pas mal de personnes et ça les libère. Donc, tu vois, la vidéo, c'est quelque chose qui a ce pouvoir de redonner confiance à certaines personnes qui les ont perdues. Ça, c'est fou. Donc, c'est la première dimension. Et la deuxième dimension, c'est que aujourd'hui, c'est incontournable la vidéo. Pour toutes les personnes qui ont une connexion Internet et un smartphone, c'est difficile de passer toute une journée sans regarder au moins une vidéo. Et on en regarde de plus en plus et les gens en produisent de plus en plus. Ça veut dire que ça commence à s'imposer comme étant le canal de communication qui est prioritaire. Et ce qu'il y a d'intéressant entre une vidéo et peut-être du texte pour communiquer, c'est qu'on peut facilement transmettre des émotions. Les gens nous regardent, ils nous écoutent, ils voient à quoi on ressemble et puis on peut facilement connecter avec eux. Et là, c'est une dimension vraiment qui est hyper puissante. Et il faut pas se mentir, hein, la vidéo, ça permet de développer les business, quoi. Et c'est ça le côté qui m'intéresse le plus là-dedans. Voilà, donc dis-nous donc comment est-ce qu'on développe les business, parce que peut-être il y a des gens ici qui ont des business mais qui négligent la vidéo, qui se disent que bon, peut-être il faut vouloir être influenceur pour se lancer dans les vidéos. Oui, je comprends. Non, pas vraiment. En fait, pour moi, quand on se lance dans la vidéo, il y a deux issues possibles aujourd'hui. L'une, c'est peut-être de faire de l'influence et de devenir influenceur avec tous les avantages que ça peut avoir. Et de l'autre côté, c'est de devenir entrepreneur comme nous, comme toi et moi, par exemple. Quand on choisit le chemin de l'influence, l'idée, c'est d'essayer de faire le maximum de vues possible, donc de développer une communauté dans ce sens. Comme nos nombreux influenceurs que nous avons aujourd'hui, hein, les Muriel Blanche, les Nathalie, toutes ces filles-là qui ont des audiences vraiment phénoménales. Et comment est-ce qu'elles monétisent ça? C'est pas pour celles qui ont les revenus de la plateforme, mais c'est surtout pas les nombreux contrats qu'ils font avec des marques, ce genre de choses. Et ça leur permet aussi de vendre leurs produits et de vendre leurs services. Et nous, l'autre côté, ce sont les entrepreneurs comme nous. Donc l'idée, c'est de faire de la vidéo, mais pas pour la faire. Il faut la faire au service de son business. On la fait autour de notre business. Ça permet de développer son business, de développer aussi son image de marque, qui est liée aussi au business, bien entendu, le personal branding. Ça permet de vendre. Pour les personnes que j'accompagne souvent sur la partie vidéo, ce qu'on fait, c'est un travail qui est un peu classique pour ceux qui ont un peu l'habitude de l'entrepreneuriat. Dès le départ, tu définis ce que tu veux faire. Peut-être c'est quelqu'un qui vient vendre des produits, qui vient faire du e-commerce, par exemple, qui a ses produits qu'il vend. Ça peut être quelqu'un qui vend des services, peu importe le service, de la formation ou toute autre forme de service qui existe aujourd'hui. Le premier travail à faire, c'est de déterminer en fait à qui on s'adresse, qui est son client idéal, qui est son persona. Une fois qu'on connaît cette personne, il y a un travail préparatoire à faire avant même de toucher à sa caméra. Il y a un gros travail de tricher. C'est d'abord de définir qu'est-ce qu'on veut faire, quel business je veux faire. Est-ce que c'est du commerce? Est-ce que je vends un produit, le e-commerce? Est-ce que je vends un service? Ça peut être du coaching, ça peut être de la formation, ça peut être toute autre chose dans tout domaine. Mais une fois qu'on est plus ou moins clair à ce stade-là, l'étape d'après, c'est de définir son persona. Ça veut dire qui est son client idéal. Et il y a tout un tas de caractéristiques de cette personne-là qui vont nous intéresser. Bon, souvent, on demande l'âge, le sexe, là où il habite et tout ça.
c'est pas totalement les plus importants. Oui, mais savoir où ils sont, ça peut être intéressant en termes peut-être de pouvoir d'achat et d'habitude de consommation. Mais c'est surtout de savoir en fait quels sont les problèmes que ce personnage rencontre en lien avec ce qu'on veut faire, bien entendu. Comment est-ce qu'ils pensent? Quelles sont les fausses croyances qu'ils ont? Quels sont les désirs qu'ils peuvent avoir? Et toutes ces informations-là sont très importantes et cruciales parce que le fait de bien connaître ça, c'est ça que nous allons pouvoir décliner après, derrière, dans notre stratégie de contenu. Parce que si on veut que les gens s'intéressent à ce qu'on dit, il faut aussi que ce que nous disons puisse les intéresser. Et si ça a un lien avec tout ce qu'on a cité précédemment, ça va forcément les intéresser. Et quand on décline ça en stratégie de contenu, il y a plusieurs types on va dire de vidéos, parce que toutes les vidéos ne doivent pas être faites pour vendre. D'ailleurs, si quelqu'un vient, il vend seulement un moment. Les gens vont se décourager parce qu'en face, ils se disent, mais celui-là, il est là juste pour vendre. Il faut éduquer. Il y a des vidéos pour éduquer les gens par rapport aux problèmes qu'ils ont. Et il y a une manière aussi subtile de le faire. Il y a des vidéos, en fait, pour montrer aussi qu'on est un expert, hein, parce que les gens achètent chez les personnes en qui ils ont confiance. Ils ont confiance parce qu'ils vous voient tout le temps démontrer votre expertise. Ils vous voient tout le temps parler de quelque chose et ils se disent, non, cette personne connaît. Et c'est pour ça que parallèlement à ça, à l'expertise, il faut aussi développer le personal branding et essayer d'être soi-même, essayer d'être le plus naturel possible. Parce que souvent, il y a des gens qui disent que quand je vends quelque chose, il y a la concurrence, comment est-ce que je fais? Ou il y a des gens qui disent non, je ne me lance pas trop dans tel secteur parce qu'il y a trop de personnes. Et c'est une erreur que les gens commettent. Moi, je dis, quand il y a beaucoup de personnes dans un secteur, ça veut dire qu'il y a un marché, il y a un marché qui est dynamique. Il faut plutôt, au lieu de se dire qu'on n'a pas sa place, il faut chercher à savoir comment est-ce que je fais pour avoir ma place. Comment est-ce que je fais pour me différencier de ce qui existe déjà. Il faut savoir que dans le processus d'achat, il y a beaucoup de ce qu'on appelle l'émotion. Peut-être ma Karine va vendre un truc, je vends. Quelqu'un va acheter chez elle parce qu'il l'aime. Il aime comme elle est, il aime ce qu'elle dégage, il aime la confiance en fait qu'elle apporte et tout. Et il faut travailler parallèlement à l'expertise, ce côté-là. Et ça se travaille aussi d'un point de vue visuel. C'est ce que les gens entendent, mais c'est aussi ce que les gens voient. D'où le côté. Par exemple, en ce moment, il y a trop de coachs. On dit il y a trop de coachs sur Internet. Et du coup, voilà, les gens se demandent, est-ce que ça vaut encore la peine de devenir coach? Ils veulent être coach, ils veulent être des consultants, des formateurs même, mais ils se disent que le domaine est saturé. Ouais, ils ont pas, bon, c'est quelque chose qu'on remarque. Moi aussi, j'ai remarqué qu'il y en a de plus en plus de coachs. Et, mais il y a une sorte de sélection naturelle qui va se mettre en place. Dans quel sens? Il y a des gens qui sont vraiment des coachs et il y a des gens qui sont des opportunistes. Je fais la différence entre quelqu'un qui est en train de bûcher quelque chose et dit qu'il va coacher et quelqu'un qui vient délivrer, on va dire, une valeur qui est issue de son expérience, de quelque chose qu'il a fait et quelque chose qu'il maîtrise vraiment. Parce que pour moi, coacher, finalement, c'est faire profiter les autres de notre expérience. Si jamais tu n'as pas expérimenté, tu n'as pas fait, il y a des chances que tu ne fasses pas long feu, ça c'est sûr. Et avec le temps, on va s'épuiser. Mais par contre, pour quelqu'un qui veut rentrer réellement dans ce processus-là et qui a une vraie expertise qui va apporter à d'autres personnes, il ne faut pas du tout se dire que c'est saturé. Je pense qu'il y aura toujours de la place, mais il faut faire les choses telles qu'elles doivent être faites et bien faites. Et en général, je pense que ça passe. Ouais. Wow. Donc, pour finir sur ce truc-là, c'est OK, je connais tous ces gens-là et je crée du contenu qui tourne autour de ce qu'ils veulent. Et des astuces aussi, c'est souvent, en tout cas moi, je l'ai fait dans les débuts, c'était parfois de créer du contenu ou d'accompagner certaines personnes gratuitement. J'ai commencé comme ça et puis j'ai commencé à vendre. Et à un moment, ce que j'ai fait le point aller sur 6 mois, quelles sont les personnes qui se sont intéressées à mon service, à mes produits, chercher à savoir qu'est-ce qu'ils ont en commun, qu'est-ce qui les relie en fait, pour essayer de trouver quel est ce truc-là qui fait que de manière générale, les gens ils vont venir vers moi. J'essayais de regarder aussi quel est le type de service en fait qui se démarque par rapport à tout ce que je propose. Et là, ça me permet maintenant d'isoler une sorte de réel problème, si on peut dire comme ça, problématique qui intéresse les gens. Et là, quand on a identifié ce truc-là, il faut faire un focus là-dessus et avancer. Après, les autres petits trucs qu'il y a autour, soit on les crée sous forme de programme additionnel, mais il faut focus en fait sur ce qui fonctionne. Et puis voilà, mettre en place sa stratégie de contenu
Et la deuxième étape, c'est purement de la technique. La technique, c'est-à-dire maintenant, comment est-ce que je fais ma vidéo? Quel matériel j'ai besoin? On a déjà traversé les idées. C'est peut-être voir comment est-ce que je scripte, comment est-ce que je structure mon script pour qu'il soit intéressant pour les gens, pour qu'il accroche les gens du début à la fin. Parce que les algorithmes sur toutes ces plateformes-là, ils ont un critère qui est commun, qui recherchent tous, c'est la durée de visionnage. Donc, ils aiment qu'on arrive à attacher les gens avec notre contenu. Ce qui fait qu'il faut bien structurer ces vidéos pour que ça intéresse les gens au début, mais les captiver aussi tout au long pour qu'ils puissent rester le maximum de temps possible, en fait. Et puis, c'est ce que je voulais savoir, c'est en termes, et certainement les gens se posent aussi la question, pour une personne qui veut commencer, qui veut utiliser vraiment la vidéo pour booster son business, on commence par où? On fait la vidéo ou sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram. On fait la vidéo sur toutes ces plateformes-là où on choisit une plateforme et on se concentre dessus. Je ne conseillerais pas du tout de commencer partout. C'est difficile de réussir parce qu'on va s'épuiser. Je pense que tu as constaté que chaque plateforme a quand même ses particularités. Je prends par exemple le cas de Instagram. J'ai été assez surprise de me rendre compte que les vidéos qui fonctionnent le mieux, c'est les toutes petites vidéos, très courtes. Mais ça ne nous laisse pas le temps de passer une certaine quantité d'informations ou de bien structurer pour pouvoir peut-être convaincre d'une certaine manière. Or, si je fais un business où j'ai besoin d'avoir plus de temps pour m'exprimer, je vais peut-être choisir une autre plateforme. En général, il faut aller là où se trouvent nos clients. Pour quelqu'un qui veut s'intéresser peut-être aux entreprises, qui veut parler aux entrepreneurs, aujourd'hui, il faut absolument être sur LinkedIn, par exemple. Et après, pour quelqu'un qui fait du produit qui est un peu grand public, qui mélange, on va dire, particulier, qui prend un peu tout le monde, il faut aller sur Facebook. Et sachant que Facebook a la particularité où il faut toujours trouver un peu comment rendre son contenu un peu, avec un peu d'humour. Ou bien que ce soit un peu... Ce qui marche là-bas, c'est le Congo, ça. Mon Dieu! Dès que c'est très sérieux, c'est un peu compliqué. Donc, essayer de trouver comment faire un subtil mélange. Par contre, YouTube, ça passe, ce genre de contenu pertinent, ça passe plus sur YouTube. Tout à fait. Parce qu'on a vraiment le temps de développer, de construire, de structurer. Et là-bas, moi je dis toujours, on peut vraiment construire un vrai business sur YouTube, une vraie communauté. L'une des différences avec toutes les autres plateformes, c'est le fait que pour trouver une vidéo, en fait, on ne procède pas à la recherche. Si je fais, par exemple, une vidéo sur comment faire des crêpes, tant qu'elle est bien référencée et que quelqu'un cherche ça, j'ai des chances qu'il me trouve. Mais si tu fais la même chose sur Facebook, les vidéos que tu as fait il y a un mois, c'est noyé, on ne te retrouve pas, tu vois. Donc, mais dis-moi, Paulette, je suppose que YouTube aujourd'hui est une bonne source de revenus pour tes activités là. Vous êtes quand même sur la plateforme depuis, vous avez beaucoup d'abonnés. Je ne sais pas à combien est-ce que vous êtes rendu sur YouTube. Vous avez beaucoup d'abonnés sur YouTube, des abonnés récurrents. 300 000 abonnés, tu vois. Et 300 000 abonnés sur YouTube, je vous assure, l'argent tombe. Et en plus, quand vous faites vos vidéos, vous avez plus même de personnes qui ne sont pas des abonnés qui regardent les vidéos parce que facilement la vidéo peut atteindre 500 000 vues, 1 million de vues. Ce sont des films, ce sont des séries, tout ça. Donc, ce sont des gens qui consomment toute la vidéo. Et sur YouTube, quand justement quand les abonnés consomment toute la vidéo, ça veut dire que on a le temps d'absorber toutes les publicités qui passent et à chaque publicité, c'est de l'argent qui rentre quand même. Donc, je veux quand même savoir aujourd'hui, et aussi pour moi, parce que entre-temps, là, j'ai vraiment besoin de savoir comment ça se passe. Donc, comment est-ce qu'on peut franchement gagner de l'argent à travers YouTube? Ok. Les deux principales façon de gagner de l'argent sur YouTube pour des entrepreneurs. Parce que là encore, même là-bas, il y a la notion du contenu pour de l'influence, entre guillemets, et le reste. Pour un entrepreneur, je pense qu'il faut plutôt aller là-bas pour chercher une audience qui est qualifiée et il faut la ramener en dehors de YouTube pour vendre. C'est un très bon endroit. En fait, oui. Il faut proposer, par exemple, pas mal de... Tu fais des contenus... c'est-à-dire pour filtrer, et à la fin, tu proposes, par exemple, MyNet, tu proposes des choses gratuites et tu les attires dans ta liste email. Et c'est là
que tu vas beaucoup plus convertir. En Par fait, exemple, c'est un peu compliqué. vous avez une plateforme de visionnage hors YouTube, Vori TV, n'est-ce pas? Oui, oui, Voilà, où on accède par abonnement mensuel. oui. Là, Ou c'est annuel. la plateforme de VOD. Il y a une Voilà, plateforme de je me VOD rappelle. qui est comme un site internet. Oui, là-bas, c'est abonnement Oui, mensuel et tu peux payer pour regarder un contenu. voilà. Ça, c'est un truc. Et puis, il y a la chaîne YouTube en elle-même. Oui, Ok. oui. Bon, là, je parlais, le modèle de, on va dire, de la chaîne Vuri TV avec le contenu. Là, c'est très simple. On gagne de l'argent avec l'argent de la monétisation. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, à juste titre, en général, comme le cinéma, ça captive, c'est des contenus que les gens regardent jusqu'au bout. Donc, Oui. en termes de monétisation, c'est intéressant. Ça, c'est sûr. Le deuxième moyen de gagner de l'argent, c'est les annonces. Il y a les gens qui nous payent pour qu'on insère leur publicité dans les contenus. Ça génère aussi pas mal d'argent. Maintenant, la troisième manière de gagner de l'argent dont je parle, ça c'est même en dehors on va dire, du business de Vuri TV. Ça c'est un autre business. Par exemple, comme mon business où je vends des formations autour de la création de contenu vidéo. Là, mon idée ne sera pas du tout de vouloir absolument vendre directement dans la vidéo YouTube. Non, c'est de montrer aux gens en fait que tu as un problème. Voici pourquoi tu as ce problème et je te donne les grandes lignes sur comment il faut faire. Mais moi, ce que je vends aux gens, c'est que je t'accompagne pour le faire avec toi. Et ça, je ne le vends pas directement. Donc, l'idée, c'est vraiment d'attirer les gens dans ton cercle privé. Donc, c'est soit avec des masterclass qui vont être gratuits. Mais comment est-ce qu'ils atterrissent sur ta masterclass? C'est au travers de ton contenu que tu as mis sur ta chaîne YouTube. Ça peut être ça peut être des livres blancs gratuits, ça peut être pas mal de choses. Tant que tu t'assures que tu as créé ces choses-là sur les vrais problèmes que les gens ont, ils vont forcément télécharger. Parce qu'on part du principe que si quelqu'un regarde au moins la moitié de ta vidéo, c'est qu'il est vraiment intéressé. Et s'il arrive au bout, c'est qu'il est totalement intéressé. L'erreur que je vois souvent les gens faire, c'est ces lead magnets et tout ça, c'est de les annoncer dès le départ. Quand quelqu'un a regardé 2-3 minutes de la vidéo, il peut télécharger. Mais il n'y a rien qui montre que ça l'intéressait vraiment. Là, moi, je ne suis pas du tout sur du quantitatif. Je préfère avoir la qualité. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une liste email avec 10 000 personnes qui ne sont pas vraiment qualifiées, je préfère m'assurer d'avoir filtré et de n'avoir que 1000, 2000 personnes, mais qui sont plus intéressantes. Parce que, crois-moi, le taux de conversion après sera beaucoup plus intéressant. Voilà. Et même le taux d'ouverture aussi de tes mails, parce qu'ils vont souscrire à quelque chose qu'ils veulent, quelque chose qu'ils veulent regarder. En fait, ils vont ouvrir ta mail, ils vont acheter tes produits. Alors que quand c'est comme ça plombe les stats. Ça va plomber le taux d'ouverture, ça va mal délivrer derrière et tu vas même pas vendre grand-chose en fait. Donc, c'est un troisième moyen en fait de vendre au travers de YouTube, même si c'est de manière un peu indirecte, mais qui est assez puissant. Et après, il y a les petits trucs que YouTube même a mis en place. Par exemple, la possibilité d'avoir des gens qui s'abonnent en payant un certain montant par mois. Bon, tout ça, c'est des tout petits revenus par rapport à ce que tu peux avoir de l'argent de la monétisation directement ou en vendant indirectement tes produits et tes services. Wow. Mais dis-moi, Paulette, mais pour quelqu'un, bon, voilà, nous tous, nous n'allons pas faire dans le cinéma. Pour quelqu'un qui veut faire grandir sa chaîne YouTube aujourd'hui, c'est-à-dire que, voilà, de temps en temps, tu fais des vidéos et tu as l'impression que YouTube peine à mettre tes vidéos de l'avant. Parce que c'est ça aussi le truc avec YouTube. Sur Facebook, là, tu peux payer la pub pour avoir plus d'abonnés, mais sur YouTube, si tu as 1000 abonnés, c'est que tu as travaillé pour tes 1000 abonnés. Si tu as 300 000 abonnés, c'est que tu as travaillé pour tes 300 000 abonnés. Ouais. Sauf qu'il y a des gens qui ont 10 vidéos sur leur chaîne, 20 vidéos, 50 vidéos sur leur chaîne et ils peinent même à faire 1000 vues. Voilà, oui. Sur une vidéo. Comment est-ce que tu fais donc pour booster les choses à ce niveau-là? Bon, alors, souvent tu vas trouver quelqu'un qui peut avoir 10 000 abonnés sur sa chaîne. Et il fait des vidéos qui font 200 vues, 300 vues. Et mais c'est aussi ça, hein, il y a aussi cet aspect-là. Tu nous aideras un peu à ce niveau. J'ai l'impression que YouTube ne montre pas la vidéo à tous les abonnés, en fait. Donc, moi, par exemple, moi, j'ai 200 000 abonnés, mais je vais faire des vidéos, je peine à faire 10 000 vues sur les vidéos. Pourtant, je suis récurrente sur YouTube. Alors, ce qui se passe souvent, dans certains cas, c'est que de temps en temps, tu vas avoir une vidéo qui va exploser, qui va faire énormément de vues et qui va te ramener un tas d'abonnés.
Le problème, c'est que ces abonnés-là, ils s'abonnent par rapport à quelque chose que tu as dit dans une vidéo qui fonctionne. Et si la thématique générale de ta chaîne, ce n'est pas la même chose, ils ne vont pas regarder les autres contenus. Or, pour que ça fonctionne, c'est-à-dire ça grandit de manière harmonieuse et homogène, il faudrait que ce soit l'effet inverse qui se produise. Je ne sais pas si tu comprends. Oui. Voilà. Sur ta chaîne, par exemple, il y a beaucoup de variétés en termes de type de contenu que tu proposes. Il y a les vidéos que tu fais toi-même. Il y a pas mal d'émissions. Il y a certaines émissions qui vont fonctionner, d'autres qui vont moins fonctionner. Et ça, c'est le meilleur moyen d'arriver à ce genre de résultat. Ce que tu devrais faire, à mon avis, c'est de dissocier. C'est-à-dire, tes vidéos à toi devraient se retrouver sur une chaîne, en fait, où il n'y a que toi qui délivre du contenu. Parce qu'aujourd'hui, tu as une grosse communauté qui te suit. Et ce qui plombe, à mon sens, ces résultats-là, c'est cette diversité et le côté où c'est hétérogène en termes de quantité de vues. Et ça envoie un signal à YouTube. Et ce que tu as dit tout à l'heure, même, je ne sais pas si c'était sans le savoir ou pas, oui, il va, quand une vidéo va arriver, qu'est-ce qui se passe? Il va regarder d'abord tout de suite quel est le nombre de vues que la vidéo fait là. Et il va regarder quel est l'engagement autour. L'engagement, c'est les likes, c'est les commentaires et c'est les partages. Si tout de suite il y en a, il va se dire, ah ben tiens, ça a l'air intéressant, il commence à propulser. Il va rajouter maintenant un autre critère qui est la durée de visionnage. Si ça aussi, ça y est, il se dit, ça y est, ça intéresse les gens. Et il va donc regarder l'échantillonnage des personnes qui ont regardé et il va propulser pour montrer ça à d'autres personnes. Et donc, tu comprends facilement qu'avec ce fonctionnement, s'il n'y a pas un côté homogène dans ce qu'on fait, ça ne va pas marcher. Et je dis toujours aux gens, il ne faut pas faire une chaîne où on parle de plusieurs sujets, plusieurs choses. Non. Regarde, prends l'expérience. Toi, par exemple, imagine, tu es intéressé de la cuisine africaine et qu'il y a une personne qui fait la cuisine plutôt bien, qui donne des recettes, t'aimes bien, de temps en temps, tu vas regarder. Puis un jour, tu arrives, il te parle de bricolage. Le lendemain, tu arrives, il te parle de, je ne sais pas, de politique et tout ça. À un moment, tu vas dire, mais lui, là, ça va pas. À côté, il y a quelqu'un d'autre qui est spécialisé dedans et qui continue. Le jour où tu veux regarder une recette de manière prioritaire, tu vas aller où? Oui, tu vas chez la personne qui offre le contenu cuisine. C'est ça. Quand tu prends la chaîne, par exemple, prenons Investir au pays, par exemple, lui, il reste cohérent dans sa ligne éditoriale. Tu ne viens pas aujourd'hui, et il a même essayé, si tu remarques que parfois, j'ai vu un moment quelques vidéos arriver où c'était d'autres personnes, ou deux, trois concepts. Très vite, c'est parti. C'est ça. Tout simplement. C'est un fin stratège. Lui, il a compris tout ça. Oui, mais en fait, je comprends ça. Moi, j'ai vécu ça à une période sur ma chaîne, effectivement, où je faisais passer d'autres personnes, des journalistes et tout ça. Et puis, il y avait... par moment, ça marchait, par moment, ça ne marchait pas. Ouais. Donc, j'ai dû effectivement créer une autre chaîne pour la télé et garder ma chaîne pour mon contenu, quoi. Voilà, avec ma communauté qui aime ce que je fais. Donc là, j'ai compris ça. Mais comme tu dis, il y a des sujets qui vont attirer plus de personnes, qui vont attirer un certain nombre de personnes, qui vont faire venir les gens sur la chaîne. Mais je veux quand même te dire, c'est pas facile de bâtir une chaîne où tu restes sur un seul sujet. Hein. C'est compliqué. Des fois, tu as l'impression que tu as déjà épuisé le sujet, que tu as déjà dit tout ce qu'il fallait dire. Et tu commences à chercher, chercher des idées à gauche et à droite. Pour un séjour calme et agréable à Abidjan et à Douala, choisissez MC Home, votre nouvelle agence immobilière. Nous mettons à votre disposition des appartements meublés ultra-modernes au bord des routes principales. Bénéficiez d'un cadre sécurisé, entièrement équipé avec une couverture Internet haut débit pour un séjour inoubliable. Réservation au Cameroun, plus 237 676 05 17 87. En Côte d'Ivoire, plus 225 07 88 75 24 07. MC Home. Faites comme chez vous.